Chers amis téléspectateurs d'Africa 7, bonsoir et ravi de vous retrouver justement pour ce nouveau numéro de votre émission Invité de la rédaction. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir comme invité de la rédaction le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, Monsieur Lansana Gagné Sakho. Bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Voilà, nous allons parler tout au long de cette émission. D'abord, le scandale Petro-Tim. Ensuite, les actions justement de votre direction depuis votre nomination en 2017 et également avec l'actualité. Voilà, Monsieur Lansana Gagné Sakho, c'était très attendu. Le procureur de la République a finalement brisé le silence dans l'affaire Petro-Tim. Selim Bassirou Gueye annonce l'ouverture d'une enquête complète justement. La DIC, la section des recherches de la gendarmerie ont été également saisies à cette occasion pour faire toute la lumière dans l'affaire Petro-Tim. Personne ne sera épargné. Les mises en cause seront traquées et traduites en justice. Va-t-on enfin finalement vers la manifestation de la vérité dans l'affaire Petro-Tim? Je pense qu'on a toujours été dans la manifestation de la vérité, gérer les choses de façon transparente. C'est une bonne décision. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça, le Sénégal doit sortir de ça, parce que tout le bruit qui est fait autour de ce pétrole ne rassure pas surtout les investisseurs. Et je pense qu'il est très important que les choses soient clarifiées et que l'on passe à autre chose. Je pense qu'on est dans un pays où on bavarde beaucoup. Le Sénégal est, je pense, un des derniers pays d'Afrique à avoir du pétrole. Mais depuis qu'on parle de pétrole, on parle de scandale, on parle de corruption, on parle comme si on était le seul pays. Mais je pense qu'il faut vraiment que nous passions à autre chose. Passer à autre chose, c'est tourner la page et voir dans quelle mesure nous allons exploiter demain ce pétrole. Il ne faut pas qu'on rêve également. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce pétrole. Les gens vont penser qu'avec ce pétrole, demain, tous les problèmes du Sénégal vont se régler. Ça ne sera pas comme ça. On a vu des pays qui sont très riches en pétrole. Regardez le Gabon, regardez l'Angola, regardez beaucoup d'autres pays, Nigeria aussi. Le pétrole peut, s'il n'est pas très bien géré, amener beaucoup de problèmes. Je pense qu'on doit garder le cap, diversifier notre économie et ne surtout pas être un pays qui aura 90% de ses ressources qui seront essentiellement basées sur le pétrole. Il faudrait donc éviter la malédiction du pétrole et du gaz, à vous entendre parler. Il n'y a pas de malédiction de pétrole et de gaz. Tout à l'heure du Nigeria, du Gabon, de l'Angola, avec toutes les richesses qu'ils ont. Je parle de la Norvège, je parle des États-Unis, je parle de beaucoup d'autres pays très riches en pétrole, mais qui ont su gérer cette ressource de façon très responsable. La malédiction du pétrole semble être quelque chose qui soit propre à l'Afrique. Parce que justement, peut-être qu'on a mal géré, parce que justement, on a laissé tomber des pans entiers de notre économie pour nous concentrer essentiellement sur une matière périssable dans la durée. Je pense qu'il faut qu'on continue ce qui est en train d'être fait, aller dans une transformation structurelle de notre économie pour avoir un pays qui soit compétitif. Et le pétrole doit être simplement une ressource additionnelle qui viendra s'ajouter à ce que nous avons actuellement. Et seulement, M. Lansana Gagné Sakho, dans cette affaire, on parle justement de l'implication de la famille présidentielle, avec notamment le jeune frère du chef de l'État, Aliou Sall. Vous avez dit on parle seulement, je ne peux pas me prononcer sur des choses qui sont aujourd'hui surtout, des choses qui sont pendantes devant la justice. Je pense, laissons la vérité éclater. Et puis après, je pense que le président l'a dit, personne ne sera épargné. Et je reste persuadé que les bonnes décisions seront prises. Mais à mon humble avis, il faut qu'on sorte de ce cap et qu'on se mette à travailler. Le mandat du président, c'est 5 ans. Une année est déjà passée, il reste juste 4 ans. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'on se concentre sur ce qu'il y a à faire pour permettre aux Sénégalais d'améliorer les conditions de vie et que le président qui a été élu arrive à mettre en place sa feuille de route pour demain, ce qu'on espère faire, mettre le Sénégal sur vraiment les routes de l'émergence. Mais justement, si l'implication de Aliou Sall est avérée dans cette affaire, quelle pourrait être la gravité de l'affaire? C'est vous qui parlez d'implication, on parle de supposition. Vous savez, il y a un journaliste qui a dit... Je dis bien si. Oui, vous êtes dans le conditionnel. Ouais. Voilà, on est dans le conditionnel, je ne me prononce pas sur le conditionnel. Vous savez, c'est BBC. J'arrêterai, j'ai jamais regardé, enfin, j'ai même pas regardé tout ça qui a été diffusé. Mais je pense qu'un média sénégalais aurait dit la même chose, ça n'aurait pas éventuellement eu le même impact. Ça, c'est mon avis personnel. Mais essayons, je pense, une très bonne décision, le procureur a été saisi. Tout doit être transparent, comme l'a dit le président, son excellence, le président Macky Sall. Mais après, de grâce, passons à autre chose et mettons-nous à travailler. Je pense que l'Afrique a des défis tellement importants, mais on passe plus de temps à parler qu'à travailler. Depuis la fin des élections, chaque
fois, chaque mois, chaque jour, je dis, vous avez des affaires à rebondissement. Et malheureusement, on est en train de louper le cap. Ce n'est pas le Sénégal, c'est toute l'Afrique. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change de paradigme et qu'on se mette à travailler. Ce qui va faire nos pays, l'Afrique, je parle en général, c'est le travail, mais ce n'est pas forcément le bavardage. Le travail aussi est facile, évidemment, dans la bonne gestion et dans la transparence aussi. Ah, je mais pense que même évidemment, c'est le mot-clé de tout, je suis du parfaitement développement. d'accord, c'est une cohérence d'ensemble. Il y a la bonne gestion, la transparence et le travail. Mais je pense qu'on passe quand même beaucoup de temps, à parler. Je reste persuadé que s'il n'y avait pas cette affaire du pétrole, on aurait créé autre chose. J'en suis persuadé. Il faut qu'on arrête et qu'on se mette à travailler. Nous sommes des pays très pauvres. Le monde ne nous attend pas. Et je pense qu'en continuant à parler, on va se faire larguer. Mais on ne se trompe pas, le pétrole ne va pas régler tous les problèmes du Sénégal. Quand vous entendez les gens, c'est l'impression que vous avez, il y a du pétrole, on est sorti, c'est fini maintenant. Ça ne sera pas forcément le cas. En tout cas, les anciens ministres, notamment l'ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo, entre autres personnalités, justement, comptent quand même porter ce combat à l'international. Jusqu'à quand? Ben, c'est leur droit, je pense, de dire qu'ils vont porter ce combat à l'international. Pourquoi maintenant seulement? Abdoul Mbaye a été Premier ministre. Je pense qu'il a été au courant, si malversation il y a eu, de beaucoup d'autres choses. Il a été impliqué? Je ne peux pas dire je dis qu'il a été Premier ministre. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez parlé de 3 personnes. On sort d'élections présidentielles. Des gens avaient des ambitions présidentielles, c'est leur droit le plus absolu. Ils ont été complètement battus. Maintenant, on dit on va porter le combat sur autre chose. Mon impression, j'espère me tromper, mais mon impression est que certaines personnes veulent rendre ce pays ingouvernable. Mais personne ne va y gagner. Ils vont s'en aller demain, laisser ce pays. Nous avons des générations futures qui viennent. De grâce, mettons ce pays au travail. On ne peut pas avoir un pays où on pense de façon permanente à faire de la politique politicienne et à bavarder. L'Afrique a des défis énormes qui dépassent toutes ces personnes, qui vous dépassent, qui me dépassent moi. Demain, nous avons des jeunes, une population qui est multipliée par 2 tous les 25 ans. C'est ça les enjeux de notre continent. Et je pense que c'est sur ça que l'on devrait se mettre à travailler. Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, étant des anciens ministres, ne sont pas légitimes justement à parler de ce dossier? Tous les citoyens sénégalais sont légitimes de parler de ce dossier, mais de façon objective. Tout le monde, vous êtes libre d'en parler, moi je suis libre d'en parler. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas parler de ce dossier parce que j'ai des défis beaucoup plus importants qui m'attendent. Chaque Sénégalais est libre de se parler de ce dossier, mais en parler pour quel objectif? Est-ce qu'en parler pour dire je vais rendre le pays ingouvernable? Et c'est de ça qu'il s'agit, j'ai l'impression. J'espère me tromper. Tout le monde a le droit d'en parler. Ce sont des ressources naturelles qui appartiennent à l'État du Sénégal. À mon avis, chaque citoyen a le droit d'en parler, mais de façon objective. Pour vous, toute cette justement manifestation de l'opposition, notamment ce vendredi justement, ils vont manifester à l'Obélisque. Pour vous, juste, c'est une façon de rendre ce pays ingouvernable? Je n'ai jamais dit ça. Nous sommes dans un pays démocratique avec des règles. Le droit de manifester existe. Et je pense qu'on va les laisser manifester. Mais de grâce, évitons de mettre ce pays dans le bavardage. Depuis, je vais dire depuis janvier-février, avant les élections jusqu'à présent, on ne fait que parler. On ne fait que parler. Les gens ne se rendent pas compte forcément des défis que nous attendent. Ou alors c'est de l'égoïsme. Mais si on savait vraiment les défis qui attendent nos continents, en général, je vous en ai parlé, la porte d'entrée de tout, c'est les populations. Vous avez une population très jeune, multipliée par 2 tous les 25 ans, de gros problèmes de santé publique, de gros problèmes d'éducation. On ne fait que bavarder. Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter et nous mettre à travailler. On aura d'autres élections. Les gens qui sont sûrs qu'ils ont des programmes, qu'ils peuvent avoir la confiance des Sénégalais, ben, ils n'ont qu'à travailler et se présenter. Si leur projet de société est cohérent, si les Sénégalais leur font confiance, mais ils vont les élire. On a fait des élections, des gens ont été battus, mais de grâce, respectons la volonté populaire des gens. On parle quand même de la gestion des deniers publics des Sénégalais. On parle de la gestion des deniers publics en Afrique depuis la nuit des temps. Le Sénégal n'est pas seulement le seul pays où on parle de ça. Mais je pense qu'il faut s'arrêter et se mettre à travailler. Ça, c'est vraiment mon avis. Vous pensez vraiment qu'un pays, on le développe avec de bavardage? Il faut aussi dénoncer quand même, quand il y a lieu de dénoncer des présomptions, peut-être des actes de corruption ou bien des malversations financières. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je pense que c'est pour ça que le procureur a été saisi. Le procureur est saisi maintenant, je pense, laissons-le faire son travail. Les gens disent avoir des preuves. Mais je pense que demain, la vérité va éclater. Mais de grâce, passons cette étape. Et si on passe cette étape, mettons-nous au travail. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont encore continuer à parler.
Après ça, nous allons avoir, peut-être en décembre, des élections locales. Ça va coûter beaucoup d'argent. Après, je pense que 2022, nous allons avoir des élections législatives. Après élection présidentielle, on peut se poser valablement une question. Quand est-ce qu'on se mettra au travail? Et demain, on va dire c'est le blanc. C'est ça le problème de fond. Demain, on va accuser l'autre. C'est à cause de lui que nous sommes pauvres. Mais c'est archi faux. C'est parce que notre relation avec le travail, avec la valeur ajoutée, pour mettre l'accent sur les priorités de nos pays, parfois on les loupe très souvent. On passe plus de temps à organiser des élections en Afrique qu'aller au travail. On passe beaucoup de temps à organiser des élections en Afrique qu'à nous mettre au travail, malheureusement. Mais en attendant, justement, l'ancien Gagné Sako, la démission d'Aliou Sall de tous ces postes nominatifs comme électifs sont demandés par l'opposition. Je n'ai pas de point de vue particulier par rapport à ça. C'est demandé par l'opposition. L'opposition, quelle opposition? Nous sommes dans un pays démocratique. 58% des Sénégalais ont dit « nous faisons confiance en son excellence le président Macky Sall ». On a 42%, on va dire. Même si l'opposition a quand même contesté une fois de plus ces résultats issus du scrutin. Je vais poser une question. Depuis que le Sénégal existe, il y a toujours eu contestation d'élections. Depuis toutes les élections, il y a eu des contestations, ça a été quelque chose de systématique dans ce pays-là. Ça aussi, je pense que c'est un réflexe. Il faut qu'on soit fair play. Quand une personne gagne, on l'appelle pour le féliciter. Ça, c'est vraiment mon avis personnel. Je pense que le mal de notre pays et de beaucoup de pays africains, c'est qu'on fait énormément de politique au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Je ne fais pas de la paranoïa. Mais quand on sort, qu'on voit le nombre de jeunes qu'il y a dans ce pays, beaucoup qui ne travaillent pas, l'explosion démographique, opposition comme parti au pouvoir, on devrait tous avoir très peur. Regardons ce qu'il y a également autour de notre pays. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une autre approche des choses. Et cela incombe plus au pouvoir, évidemment, qu'à l'opposition, le pouvoir qui a été justement choisi pour diriger le pays. Et pour régler les problèmes. Pour régler les problèmes d'emploi. Voilà, le pouvoir qui a été choisi pour diriger le pays et régler le problème. C'est pour ça qu'à mon humble avis, on va laisser le président faire son travail. L'erreur, justement, serait de suivre l'opposition dans ce débat. C'est une sorte de dispersion. Vous avez votre feuille de route, je pense qu'il faut la mettre en œuvre, mais suivre l'opposition dans ce débat, c'est essentiellement contre-productif. C'est le conseil que vous donnez au président Macky Sall? Ce serait trop prétentieux pour moi de dire c'est le conseil que je donne. Je pense qu'il connaît bien sa feuille de route et qu'il a mis les jalons aujourd'hui pour arriver à ces résultats. Quand on parle de fast track, c'est qu'il faut aller très très vite. Et je pense qu'on a des projets structurants qui sont en cours. L'erreur, c'est d'oublier tous ces projets et de se mettre à travailler sur le bavardage. C'est ce qu'on appelle en management une stratégie de diversion. Mais je pense qu'il faut qu'on se concentre. Les défis dans nos pays sont énormes. Et je pense que c'est là où les Sénégalais nous attendent. Pourtant, on a comme l'impression que c'est cela qui se passe exactement présentement, parce qu'on a vu l'entame des concertations, le dialogue national, qui a été finalement noyé complètement par cette affaire Petro-Tim. Quel sera justement l'avenir de ces concertations, à votre avis, vu l'ampleur justement de ce scandale Petro-Tim? C'est vous qui parlez de scandale toujours. Vous me dites, vu l'ampleur de ce scandale, ça suppose entre guillemets, un scandale. Entre guillemets, justement. Je pense que le dialogue national est une très bonne chose. Je pense une excellente chose. Qu'est-ce qui va en sortir? Je ne sais pas trop. Il faut que les gens se mettent ensemble, se réunissent autour de l'essentiel pour dire comment nous allons faire pour travailler dans ce pays de façon apaisée. Le président Macky Sall est à son dernier mandat. Je pense qu'il aimerait laisser une marque indélébile dans ce pays en matière de développement économique, en matière de création d'emplois pour les jeunes, en matière de santé pour les populations. Il y a un travail important qui a été fait en milieu rural. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'hydraulique rurale. Et un travail important qui a été fait pour les jeunes à travers des projets très structurants comme l'ADER. Il faut que ce travail continue et qu'on arrive à le consolider. 2022, on va commencer à exploiter du pétrole qui va pousser l'État peut-être à avoir des ressources additionnelles qui ne vont pas tout régler naturellement, mais je pense qu'ils vont permettre de maintenir ce pays dans la stabilité. Faisons très attention. Regardons ce qui se passe autour de nous. La crise en Casamance, il y a plus de 30 ans, c'est parti de rien. Jusqu'à présent, ça dure. Vous savez, quand vous créez un problème, un précédent pour un pays, vous savez quand ça commence, mais vous ne savez jamais quand ça arrête. Ce pays appartient à tous les Sénégalais. Nous sommes tous de passage, mais laissons aux générations futures un pays stable, un pays facile à gouverner,
comme on l'avait trouvé, comme Senghor avait laissé ce pays. Et je pense que ça, c'est un devoir pour tous les Sénégalais. Pousse-toi et que je m'y mette, sinon je brûle le pays. Je ne pense pas que ce soit une attitude responsable. Et justement, la pertinence de ces concertations, de ces dialogues politiques. Voilà, c'est ça la pertinence de ce dialogue politique. Mais j'espère, et j'ose vraiment espérer que c'est un dialogue politique sincère. J'espère que c'est simplement pas un dialogue pour y aller et poser des problèmes. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Cette histoire de pétrole peut perturber ce dialogue politique. Mais tous ceux qui sont derrière, regardez ceux qui sont derrière cette histoire de pétrole, ils ont tous refusé à aller à ce dialogue politique. Peut-être qu'une des raisons, c'est non seulement de décrédibiliser l'État du Sénégal, mais aussi de faire échouer ce dialogue politique. Nous sommes dans... Aujourd'hui, le monde est planétaire et ouvert. Un investisseur qui dit « je vais aller investir au Sénégal » ou « je vais aller investir en Côte d'Ivoire », c'est la même chose parce que nous sommes dans une union douanière. Une situation comme ça ne rassure pas les investisseurs. Ce n'est pas une bonne image, notamment pour le Sénégal. Ça ne rassure pas les investisseurs. Quand vous êtes étranger, vous venez mettre de l'argent dans un pays, vous devez regarder la stabilité. Le Sénégal est un pays relativement stable par rapport à ce que nous avons autour de nous, mais ce qui se passe aujourd'hui ne rassure personne. Et personne ne peut y gagner. Ce qui pousse à la roue, personne ne peut y gagner sur le long terme. Quand je dis personne, je dis le Sénégal dans son ensemble, et dans son futur, et dans sa stabilité, ne gagnera pas dans cette situation-là. En parlant justement de cette affaire, un rapport de l'IGE, Inspection Générale d'État, il était finalement publié et retrouvé sur les réseaux sociaux qui circulent même présentement, avant même d'être remis au chef de l'État. Lansana Gagny Sakho, comment comprenez-vous justement cette fuite d'un document aussi confidentiel justement qu'un rapport de l'IGE? Mais ça montre peut-être la fragilité de nos institutions. Un document qui n'a pas été remis à son Excellence le président Macky Sall, qui circule, c'est qu'on a un gros problème. Je pense qu'on ne doit pas applaudir, on doit plutôt s'inquiéter. Ça veut dire que nous avons un énorme problème de sécurité, nous avons un énorme problème surtout de loyauté de certains fonctionnaires qui auraient publié ces documents. Mais ça, c'est très dangereux. Je pense qu'on devrait tous s'en inquiéter. On ne doit pas le voir comme quelque chose, comme quelque chose qui serait contre une autorité. Mais je pense qu'il faut se poser la question, comment on peut arriver à des situations comme ça? Un document supposé confidentiel de l'État du Sénégal qui soit publié dans les réseaux sociaux, je pense qu'on doit plutôt se poser des questions. Comment ça peut arriver? Il y a des problèmes de loyauté alors qui se posent. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il faudrait justement, quelles mesures prendre justement pour éviter des pareils juges? Ben, je ne sais pas quoi dire. Mais ce qui reste certain, à mon avis, à mon humble avis, c'est qu'il y a un problème de loyauté. Ça, c'est clair. Un document qui est... Et surtout, les gens qui sont supposés faire ces documents, ce sont des personnes assermentées. C'est ça qui est grave en réalité. Ce sont des personnes qui sont assermentées. Je pense qu'on doit faire attention. Ce n'est pas tout le monde quand même qui a vraiment quand même accès à ce document confidentiel. Mais c'est là où c'est grave. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce document confidentiel. C'est que les gens sont peut-être dans une stratégie de nuire en réalité. Mais ce n'est pas l'autorité Macky Sall que l'on nuit, mais c'est les institutions que nous sommes en train de nuire. C'est ce qui va se passer demain. Je pense qu'il y a un minimum d'éthique. Quand on prend des engagements, il y a un minimum d'éthique. Quand on est sous serment, qu'il faut respecter dans un pays. Voilà, justement, rappelez que nous recevons pour ce nouveau numéro de votre émission invité de la rédaction, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, M. Lansana Gagny Sakho. Justement, M. Lansana Gagny Sakho, vous avez été maintenu à la tête de l'ONAS. Quel a été votre secret? Pourtant, on a vu des vastes changements en la tête de plusieurs directions. Vous n'avez pas été touché par justement ces changements. Quel a été justement le secret de Lansana Gagny Sakho pour qu'il soit encore maintenu à la tête de l'Office national de l'assainissement? Je pense que j'ai bénéficié de la confiance de son Excellence Macky Sall, le président Macky Sall, pour conduire les destinées de l'ONAS. J'aime très rarement parler de moi, mais je pense qu'on va revenir dans un passé. J'ai travaillé 25 ans moi, dans le secteur privé, dans des positions très très importantes, qui m'ont permis d'apprendre un métier, qui m'ont permis de voir comment on peut apporter de la valeur ajoutée à une activité. En 2014, octobre 2014, j'ai été recruté pour mettre en place, pas diriger, pour mettre en place un office qu'on appelle l'office des forages ruraux. Au bout de 3 ans, je pense qu'on a fait un excellent travail. Nous sommes arrivés à donner de l'eau potable, je dis, à près de 2 millions de personnes. Mais on est vraiment parti de zéro. J'étais l'employé numéro 1. Je pense que fort de ça,
son Excellence le Président Macky Sall m'a demandé de venir m'occuper de l'ONAS. Et je pense qu'on a fait du bon travail sur le chemin. Vous savez, en certains moments dans la vie, ce n'est pas les nominations qui sont les plus importantes, c'est qu'est-ce que nous pouvons apporter dans un pays. Et ça a toujours été mon combat. Travailler, faire avancer les choses. Et je pense que je suis resté à ce poste. Ce n'est pas encore définitif. Je pense qu'il y a des changements qui vont probablement arriver parce que simplement, je pense que j'ai bénéficié de la confiance de son Excellence, le Président Macky Sall. Mais j'ai bénéficié de sa confiance pour servir les Sénégalais. Moi, je pense toujours, quand on nomme quelqu'un dans nos pays, malheureusement, ministre ou quoi que ce soit, les gens font la fête ou vous disent félicitations. Et je pense que ça doit être l'approche différente. Vous savez, si vous voulez faire avancer les choses dans nos administrations, je peux vous dire, vous devez arriver, vous n'avez même plus de vie. Vous travaillez tous les jours. C'est un défi. C'est un défi personnel, c'est un sacerdoce. Parce que vous avez beaucoup de gens, très nombreux, qui comptent que sur vous. Et je pense que c'est comme ça que l'on doit faire avancer les choses. J'aurais été enlevé de ce poste, je n'en ferai jamais un scandale. Parce qu'il y a 14 millions de Sénégalais, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres qui sont capables de faire le job. Je ne suis pas forcément plus intelligent qu'eux, je n'ai pas fait des études plus poussées, mais j'ai bénéficié de la confiance d'un homme qui un bon jour peut dire, Lansana, je ne fais plus confiance. Et je partirai. Et ça ne me poserait aucun problème. Ça ne changerait pas la façon de faire et je continuerai à servir mon pays. Je pense qu'on peut servir son pays dans beaucoup de positions, pas forcément en étant à la tête d'une société. Moi, c'est ça que j'ai, la perception que j'ai d'un service qu'on peut rendre dans son pays, c'est ça. C'est un sacerdoce. Être au service de la communauté, apporter le maximum que l'on peut pour soulager les populations. Vous parlez justement de la confiance du chef de l'État Macky Sall, confiance qui vous a justement installé à la tête de cette direction depuis depuis décembre. Non, c'était plutôt depuis octobre 2017. De 2017 à 2019, que peut-on retenir en termes de réalisation à l'Office national de l'assainissement du Sénégal? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons fait de très très belles choses depuis 2017. Nous avons réglé un problème très important, c'est gagner la confiance des partenaires techniques et financiers. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller, entre guillemets, faire la cour. Les gens viennent de façon spontanée nous dire nous voulons travailler avec vous. L'ONAS aujourd'hui est une vitrine. L'ONAS est aujourd'hui une vitrine. Il y a 3 mois, je revenais de Chine. Un grand séminaire sur ce qu'on appelle l'assainissement autonome. Le Sénégal était le seul pays en Afrique. C'est une conférence de la Fondation Bill Gates qu'on a mis en avant pour montrer ce que nous faisions. Aujourd'hui, nous vendons l'expertise de l'ONAS dans les autres pays. Et je reste persuadé que le meilleur est à venir. Ça, c'est ce que nous avons fait, redorer le blason, mettre en place les projets. En interne, nous sommes arrivés à remobiliser nos équipes. Nous travaillons tous ensemble, avec un seul corps. On ne vous dira pas que c'est Lansana Gagny Sakho, mais c'est l'équipe de façon globale. Et il y a des projets majeurs sur lesquels je ne peux pas parler. C'est le projet de la Bénin. C'est un projet que les gens attendent depuis 30 ans. Et nous sommes arrivés à aller trouver le financement. Quand je suis arrivé en octobre 2017, le financement de ce projet n'existait pas. Le coût s'élève à combien? On tourne autour de 60 millions d'euros. Pour la bête Anne? Oui, mais il y a encore des phases complémentaires. Je peux vous assurer que la semaine prochaine, dans le courant, avant la fin du mois, on commencera à attribuer les lots aux entreprises qui vont faire les travaux. Quand on en a parlé à en commencer, les gens nous disaient, ça fait 30 ans qu'on parle de ce projet, arrêtez. Mais ce projet, on va le réaliser. Il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je pense que ça, c'est des choses qui ont été faites. Mais le plus important, je pense, c'est aussi nous projeter dans le futur. Rendre un service d'assainissement à l'ensemble des Sénégalais, un service qui soit adapté à leurs besoins, mais surtout qui va permettre d'améliorer les conditions de vie. Vous parlez justement des services d'assainissement. Présentez-nous un peu brièvement le plan d'assainissement que Lansana Gagny est venu à la tête justement de cette direction. C'est pas moi qui ai mis en place le plan d'assainissement. Je pense que c'est un travail de base qui a été fait depuis très longtemps. Il y a des projets qui existaient. La grosse difficulté que nous avions, c'est de trouver des financements, avoir la confiance des bailleurs de fonds, travailler en équipe et avancer en mettant en place des mutations très importantes. C'est de ça que nous sommes arrivés à faire.
Je pense dans les années à venir, on a des projets très importants. Dans 3-4 ans, je pense qu'ils vont changer fondamentalement la vie des populations sénégalaises. Ce qu'il faut dire par contre aujourd'hui, le Sénégal est un modèle en Afrique, mais ça ne suffit pas. Il y a naturellement des problèmes. Les problèmes, c'est les problèmes de salubrité. Les problèmes, c'est les problèmes d'explosion du développement urbain. Et ça, il faut arriver à combler ce gap. Et ce n'est pas forcément évident parce que les moyens pour régler ce gap sont pas forcément disponibles. Mais nous travaillons dans la durée pour voir comment on peut arriver à régler tous ces problèmes. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour Dakar? Dakar, c'est la capitale quand même. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Mais Dakar, c'est la capitale, je dis bien. Ouais. Quand on parle du Sénégal, il faut d'abord voir la capitale. Je parle de Dakar, je parle de Rufisque, je parle de Tambacounda. On pourrait parler de toutes les autres régions. Je parle de... Il faut qu'on comprenne pourquoi je vous dis Dakar n'est pas la capitale du Sénégal. Moi, je suis originaire de Tambacounda. Depuis les indépendances, la ville de Tambacounda n'a jamais eu de système d'assainissement. Matam, c'est la même chose. Sédhiou, c'est la même chose. Ziguinchor, c'est la même chose. Kolda, c'est la même chose. Ils n'ont jamais eu de système d'assainissement depuis près de 60 ans. Qu'est-ce que vous prévoyez, vous? Ben justement, nous avons des projets en cours. C'est pour ça que quand vous me dites Dakar, c'est la capitale. C'est vrai, c'est la vitrine. Mais les Sénégalais vivent dans toutes les régions du Sénégal. Exactement, on est tout à fait d'accord. C'est ça. Il faut aller très vite. Qu'est-ce qu'on a prévu sur Dakar? Vous avez 3 systèmes à Dakar. Ce qu'on appelle le système Est, qui est au nord. Ce qu'on appelle surtout quelque chose d'important, la station d'épuration de Cambérène, qui prend une très grande partie de Dakar. Cette station, aujourd'hui, elle a une capacité de 20 000 m3 jour. Nous allons la passer à 90 000 m3. Ça nous permettra, à la passant à 90 000 m3, d'être couverts, autonomes, sur le plan de l'assainissement dans cette zone sur 50 ans. Nous avons un énorme projet de la baie d'Anne. C'était la 3e plus belle baie du monde que nous allons démarrer. Vous savez, une chose est d'investir. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas l'investissement que l'État fait sur les ouvrages, c'est votre comportement, c'est le mien. Les problèmes d'assainissement, il y a 2 acteurs majeurs. C'est l'État, le rôle c'est de mettre en place le financement, mais c'est également les citoyens lambda dont la responsabilité c'est de ne pas vandaliser les ouvrages. La responsabilité également c'est de ne pas mettre n'importe quoi dans les égouts. Malheureusement, nous avons un énorme travail d'éducation à faire à ce niveau-là. On va parler peut-être pour finir des élections locales qui profilent à l'horizon. Est-ce que Lansana Gagny Saro, justement, a des ambitions pour sa localité, notamment Tambacounda, Bakel et... Je suis originaire de Tambacounda, Bakel, mais je milite, entre guillemets, je m'engage pour ma communauté, c'est Fass, Colobane, Gueule Tapée. Je disais non il y a 6 mois que je n'étais pas intéressé par une fonction élective. Je vais peut-être nuancer un peu. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais moi, je serais persuadé d'une chose. La fonction de maire, elle est tellement importante qu'on ne peut pas l'accumuler avec une autre fonction. Ça, c'est ma conviction personnelle. Il faut être proche des populations, il faut donner son temps pour régler les problèmes. Mais avoir une fonction de maire et une fonction élective, supposons que je sois maire, je viens ici travailler 8 heures par jour. Le soir, je descends. Quand est-ce que j'aurai le temps de m'asseoir avec les administrés pour régler leurs problèmes? Pourtant, c'est ce qui se passe présentement. Peut-être c'est pour ça que ça ne marche pas aussi. Aliou Sall, même quand on parle, il est maire de Guédiawaye, en même temps, il est directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Et plusieurs d'autres même. Ne personnalisons pas. Bon, 80%, juste 80%, un exemple. Il y en a je vous tellement. dis, peut-être 80% des maires sont comme ça. Mais je vous demande, est-ce que c'est possible que vous restiez là, vous travaillez 8 heures par jour et que vous soyez maire? Juste une question. Quand est-ce que vous allez vous occuper de vos administrés? Une mairie, c'est quoi? Une mairie, c'est être proche des gens. Nos États sont pauvres. Une mairie, c'est d'avoir la capacité d'aller chercher l'argent avec la coopération décentralisée pour régler les problèmes des populations. Personnellement, je ne crois pas qu'on peut cumuler une fonction élective de maire avec une fonction professionnelle comme étant directeur général de l'ONAS. Cependant, je pense qu'on peut parfois donner son temps, donner des conseils, être auprès des populations, sans pour autant être maire. Les gens font trop de fixation sur ces fonctions de maire. Je sais que ça peut poser beaucoup de problèmes, mais moi, ma vision
personnel des choses, c'est que les deux fonctions ne sont pas compatibles. Ça n'est pas possible. Pourtant, vous parlez tout à l'heure, votre volonté justement d'aider les Tambacoundois, justement, les Bakélois. Je pense également, la meilleure façon, à mon avis, vraiment, de les aider également, c'est d'occuper justement ce poste-là, ces fonctions-là, au niveau local, pour être beaucoup plus imprégné dans la résolution des problèmes de leur. On peut aider sans forcément être au niveau local. On peut être conseiller municipal. C'est moins prenant. Je pense que c'est dans la Peut-être vous pensez peut-être à être conseiller municipal. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Mais être, à mon avis personnel, la fonction de maire n'est pas compatible. Je ne peux pas dire ça pour le moment. Vous savez pourquoi je ne peux pas dire ça? Je pense que le président n'a jamais gagné dans la commune Fass Colobane Gueule Tapée les élections. Jamais. C'est jamais arrivé dans le passé. Cette année, tous les bureaux de vote, j'ai dit tous les bureaux de vote de la commune Fass Colobane Gueule Tapée ont été gagnés. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais je pense que j'y ai participé un peu, c'est 10%, 15%. Je ne sais pas. Beaucoup de gens m'ont dit, vous nous avez embarqués, c'est à cause de vous que nous avons voté pour lui, ce n'est pas le moment de nous lâcher. Parce que ces gens pensent qu'on peut régler, que moi je peux régler leurs problèmes. Après, vous n'êtes pas forcément libre d'y aller, de dire, écoutez, je m'en occupe plus, c'est terminé les élections. Ça peut être très mal perçu. On va essayer peut-être de travailler dans le cadre d'une grosse alliance pour trouver le meilleur candidat pour cette commune. Ce n'est pas forcément moi, mais il faut qu'on donne aux populations la possibilité de choisir quelqu'un qui soit à leur disposition. Pas un maire qui vient à 18 h, qui signe 2-3 papiers, qui s'en va, qui réapparaît pendant la période de Tabaski pour distribuer des moutons, des oignons, des trucs comme ça, qui vient pendant le ramadan. Mais c'est ce qui se passe pas seulement dans la commune de Fass Colobane Gueule Tapée, mais dans beaucoup d'autres communes. Vous avez un maire parfois, je ne personnalise pas. Les maires invisibles, évidemment. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi, il y a des gens, il y a des maires que j'aime citer un exemple. Il y a un en particulier, c'est Moussassi. J'aime Moussassi, le maire des Parcelles. Pourquoi Moussassi? Ben, je vous donne un exemple. Moi, je travaille sur l'assainissement. Moussassi est le seul maire qui vient me voir ici. Monsieur Sakho, ma commune, il y a ça qui ne marche pas. Venez, on fait une réunion, on fait une visite ensemble sur le terrain. Voyons comment nous allons régler des problèmes. Mais Moussassi, il est en permanence... En contact avec les... Non, il est en contact en permanence, mais en permanence, il essaie de régler le problème de ces populations. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Il va chercher de l'argent avec la coopération décentralisée. Mais je pense que c'est ça qu'on attend d'un maire. Mais ce n'est pas venir à 18 h, vous signez les papiers et vous partez. Et après, vous réapparaissez quand on fait des élections. C'est vraiment mon avis. Les problèmes sont tellement sérieux, sont tellement cruciaux. On ne peut pas, à mon humble avis, dire je gère la mairie, je vais venir au bureau une fois par jour ou bien 1 heure par jour, je signe les papiers et je m'en vais. Ça ne fonctionnera pas. Les gens ont besoin de proximité, les gens ont besoin d'être assistés et les communes ont surtout besoin de se développer. Et ça demande un temps de présence, ça demande un temps de travail. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que le président de la République, justement, lui-même s'engage à prendre des dispositions pour éviter peut-être le cumul des fonctions. Moi, je pense qu'il faut interdire le cumul. C'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut interdire le cumul des fonctions. Mon avis personnel aussi, quand je parle de cumul de fonctions, c'est aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Quand on interdit à un fonctionnaire de se présenter, il faut qu'on interdise à quelqu'un qui a une activité professionnelle de s'occuper d'une mairie. Un maire, il doit être présent en temps plein, avoir un bon conseil municipal et arriver à gérer les affaires de la cité. Mais tant qu'on aura des gens qui seront présents 1 heure par jour, ça ne marchera jamais. Vous ne contrôlez rien. Malheureusement, les gens ont bien d'autres calculs derrière. On va parler d'autres problèmes, vous l'avez dit, c'est également l'emploi des jeunes qui est quand même l'épine dorsale des chefs d'États africains, on le sait très bien, le Sénégal n'est pas épargné du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qui doit être fait concrètement, M. Sakho, à votre avis, pour régler définitivement ce problème? Je suis très heureux que vous m'ayez dit l'épine dorsale des États africains. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis très heureux parce qu'on dit toujours c'est le Sénégal, parce qu'on est au Sénégal, mais c'est toute l'Afrique. Voilà. Moi, je pense d'abord qu'il faut, il faut faire un diagnostic très précis sans complaisance. Le premier élément sur lequel on doit tous être d'accord, ce n'est pas le rôle de l'État de créer des emplois. L'État a un rôle de facilitateur pour demander au secteur privé de venir
et c'est le secteur privé qui crée des emplois. L'État a un rôle de facilitateur. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur le débat sur le pétrole n'est pas forcément quelque chose de bon pour la création d'emplois. Ça, c'est le premier facteur sur lequel on doit se mettre d'accord. La deuxième chose, le secteur privé national n'a pas forcément les capacités financières pour investir massivement pour créer des emplois. Cela suppose qu'on doit être ouvert au monde. Quand vous voyez tous ces pays qui sont développés, quand vous voyez tous ces pays pour lesquels il y a eu des créations d'emplois, ça c'est pas fait localement, c'est que ces gens ont été capables de travailler à l'international. Je pense qu'on se met d'accord sur ça. L'État n'est pas le pourvoyeur, facilitateur. Il faut un secteur privé fort, c'est son rôle, mais un secteur privé international. Et si on se met d'accord sur le diagnostic, je pense qu'on doit comprendre, c'est par là que ça doit passer. Est-ce que justement au Sénégal, les conditions sont favorables à la création d'emplois, à votre avis? Les conditions sont favorables à la création d'emplois. Je pense qu'on a un système d'éducation très performant. L'État a fait des progrès très importants en matière d'attractivité du pays, mais je pense que le gros problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est cette propension à toujours accuser l'investisseur étranger. C'est l'investisseur étranger. On parle de Orange, on parle de Auchan, on parle de Eiffage, on dit tout c'est le secteur privé étranger. Mais c'est le secteur privé étranger qui crée des emplois. Le secteur privé national fait ce qu'il peut, mais il n'a pas forcément les capacités. Je pense qu'on doit être plus ouvert. Il revient justement à l'État de les apporter justement un coup de main quand même pour qu'ils puissent arriver au bout de leur mission. Comment l'État peut leur apporter un coup de main? Le secteur privé, à mon avis, c'est justement à l'État quand même d'aider à développer le secteur privé. Aider, c'est donner des financements qu'on n'a pas. On est des pays pauvres, je pense que ça, les gens l'oublient très souvent. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui pour développer l'agriculture, l'élevage, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'on soit beaucoup plus ouvert. Le dernier point sur lequel on ne parle jamais, je vous ai dit, je ne fais pas de paranoïa, mais on est trop nombreux. Quand vous avez une population qui est multipliée de 25 ans chaque année, Macron l'a dit, ça fait du bruit, mais quel que soit le plan Marshall qu'on mettra, on n'y arrivera pas. On est trop nombreux. Tous les 25 ans, la population multipliée par 2, quel pays va être capable de créer autant d'emplois? Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on regarde les choses en face et qu'on les aborde. La République populaire de Chine est beaucoup plus, justement, quand même vaste que nous, mais au moins, ils parviennent quand même à mettre en place des mécanismes, justement, de création d'emplois, même si ce n'est pas comme définitivement réglé. Vous venez, justement, de la Chine il y a 3 mois, vous l'avez dit. C'est dommage qu'on compare Pékin et Pékin. Quand vous faites cette comparaison, c'est ce que vous faites. La Chine, c'est quoi? C'est 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants, c'est un marché intérieur très important. Mais tout le monde veut aller en Chine. Investir en Chine pour créer des emplois en Chine, pour que la Chine puisse réexporter. Mais parce que tu as un marché intérieur qui est très important, tu as des gens qui sont très bien éduqués. C'est aussi simple que ça. L'erreur qu'on fait systématiquement en Afrique, c'est de dire les Chinois sont très nombreux. Mais parce que c'est un pays, marché intérieur très, très important. On est au Sénégal combien? 14 millions. C'est rien, 14 millions. 14 millions, c'est l'équivalent de la population de la ville de Kinshasa. Mais tu n'as pas un marché. 14 millions de population pauvre, où est le pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Mais je pense que toute la problématique, à ce niveau, elle est là. On compare avec la Chine. Quel est le taux de croissance de la population en Chine? On est multiplié par 2 tous les 25 ans, Sénégal. La Chine, le taux de croissance, je pense qu'il doit être à 1, peut-être même moins de 1%. Vous savez, nous avons nos richesses qui sont dans la croissance, je vais dire, linéaire. Ici, ce n'est pas décroissant. La population, la croissance est exponentielle. Mais vous allez toujours avoir un delta très important que vous serez incapable. Je pense qu'on doit regarder la réalité en face. Travailler sur des schémas qui permettent de contrôler la croissance de la population. On n'a pas le choix. Et après, derrière, on met en place des mécanismes pour créer de la richesse. Même l'Inde est en train de limiter sa population. L'Inde, c'est un pays, vous allez me dire, beaucoup plus peuplé que l'Afrique, mais avec une population très bien éduquée, un pouvoir d'achat existant, une classe moyenne, mais facilement, tu as un marché intérieur qui se développe. Il faudra aller justement vers la limitation de la population. Il n'y a pas peut-être, on n'a pas le choix, mais nous avons des blocages qui sont des blocages sociétals. Vous le dites, on va vous dire, vous êtes un mécréant. Mais c'est ça, c'est la vérité. Nous sommes trop nombreux. Ce n'est pas le Sénégal, c'est l'Afrique. Vous vous rendez compte? Vous multipliez votre population par 2 tous les 25 ans? Mais vous allez les mettre où?
on n'a pas forcément le choix. Et encore, allez voir ce qui se passe ailleurs. Pourquoi les gens, les gamins prennent les pirogues? Pourquoi ils se retournent vers le djihadisme? Parce qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens pour tous les intégrer. Encore que, je pense, au Sénégal, très critique, mais je pense qu'il y a des pays aussi beaucoup plus graves. Je pense qu'il faudrait que les Africains se mettent ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit beaucoup plus ouvert. Le Sénégal, tout seul, 14 millions d'habitants, on ne peut absolument rien faire. Il faut consolider les sous-ensembles, comme la CEDEAO, passer d'un marché de 14 millions d'habitants à un marché de plus de 300 millions d'habitants. Ça change beaucoup de choses en termes de perspective. Et je pense que c'est par là que nous devons commencer si nous voulons sortir nos pays du Sud. Justement, vous parlez tout à l'heure du djihadisme alors que nos amis du Mali ont été victimes d'une attaque cinglante il y a quelques jours, près de 60 morts. Justement, qu'est-ce que ce phénomène vous inspire? Ça me fait peur. Ça me fait peur. Et je suis triste quand je vois ça. Ça montre que nos États ne sont pas encore très solides. Ça montre que mettre des frontières, dire que ça c'est un État, c'est pas forcément un État. Je pense qu'il y a un ciment qui doit exister entre les populations pour que des choses comme ça n'arrivent jamais. Vous pensez que des situations comme ça peuvent arriver dans un pays développé? On n'y pense même pas. Je pense que nos États sont très fragiles. Les gens parlent de revanche, de Peul qui avait été massacré et de Dogon qui se sont vengés. Mais je pense que c'est très dangereux. Et évitons ce que je vous dis tout à l'heure, surtout d'accuser l'étranger. D'accuser l'étranger. Essayons de voir pourquoi on arrive à de telles situations où les gens s'entretuent. On a parlé du Mali. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Rwanda, il y a peut-être près de 20 ans. Allez à l'est de la RDC, la frontière entre la RDC et l'Ouganda, le Kivu, il y a des choses atroces qui se passent dans nos pays. Mais je pense qu'on doit vraiment s'asseoir, se poser des questions pour savoir comment ça se passe. Dieu merci, je pense que le Sénégal n'a pas connu, et j'espère qu'on ne connaîtra jamais de telles situations. On ne voyage pas souvent. Les Sénégalais ne sortent très peu, ou bien ceux qui sortent, ils reviennent. Mais je pense que parfois c'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs et voir qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons échappé momentanément. C'est pour ça que moi je dis, faisons très attention sur les discours que nous poussons. Faisons très attention. Un pays peut basculer très facilement. J'ose espérer que ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que tout ce débat, moi je dis que je trouve nauséabond sur le pétrole, ne vaut pas la peine. Le procureur a été saisi, mais laissez-le faire son travail. C'est simple que ça, et puis après passons à autre chose. Monsieur Lansana Gagny-Sarrou, c'est la fin de cette émission. Vous êtes l'invité de la rédaction d'Africa 7. Le mot de la fin? Je vous remercie beaucoup d'être passé me voir. Et je pense que la presse a un rôle très important, un rôle d'éducation essentiel à jouer sur nos pays. Et je pense que c'est le message fort qu'on doit passer. Nous tous nos pays, nous sommes tous de passage. On le dit toujours, hein, les hommes partent, les institutions restent. Moi j'ai dit, les hommes partent, les pays restent. Essayons de laisser un pays de paix où les gens ont toujours vécu en harmonie à ceux qui vont venir. Et ceux-là qui vont venir n'ont qu'à faire la même chose pour que le Sénégal puisse continuer à briller et pour que le Sénégal puisse continuer à connaître sa stabilité légendaire. Voilà, justement, des mots de la fin du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, M. Lansana Gagny-Sarrou. En tout cas, ça a été pour nous un excellent plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Vous étiez l'invité de la rédaction pour ce nouveau numéro. Chers amis téléspectateurs, à vous également, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, excellent sur le programme sur la chaîne panafricaine Africa 7. Au revoir.